Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis la maman d'Ève. Aujourd'hui, cela fait exactement 4 mois que ma petite n'est plus avec nous. Le 11 avril 2020, Ève nous a quittés à l'âge d'1 an et 9 mois. Je pense qu'il faut commencer par dire que nous avons essayé de tomber enceinte pendant très longtemps et que nous avons cherché des moyens d'y parvenir pendant longtemps. Quand Ève est arrivée, nous étions très heureux, nous étions vraiment ravis. Mais ce moment de bonheur n'a duré que jusqu'à la 7e semaine. Et à la 7e semaine, j'ai dû être hospitalisée pour préserver la grossesse. En fait, de la 7e à la 15e semaine, j'ai été hospitalisée 4 fois pour préserver la grossesse. La première fois, le premier moment où on nous a posé la question, où on nous a mis devant le fait accompli, on nous a dit que notre enfant avait une malformation cardiaque. Et on nous a demandé si nous allions poursuivre la grossesse. Ma première pensée a été de continuer, car nous nous étions tellement battus pour avoir cet enfant. Et le deuxième point, c'est qu'en interrompant la grossesse, nous ne donnons absolument aucune chance à l'enfant, alors qu'en poursuivant la grossesse, nous donnons, enfin ce n'est pas nous, mais la vie donne à l'enfant la possibilité de se battre. Et quand elle est née à 7h45 du matin, le 11 juillet 2018, elle a été immédiatement emmenée en réanimation. Et dès midi, elle a été envoyée à Minsk, au centre de chirurgie cardiaque. Vous savez, je dirais même peut-être autrement, toutes les opérations étaient complexes, tant sur le plan technique de l'exécution chirurgicale que sur le plan des conséquences qui ont suivi ces interventions. Mais la première fois que nous avons été confrontés à des difficultés, c'était lors de la correction principale de la malformation. Quand, quelques heures après l'opération, Yeva a été placée sous appareil oxygénation par membrane extracorporelle, qui signifie que, au lieu de son propre cœur, c'est la machine qui assure la circulation sanguine à sa place. Non seulement on ne savait pas si elle allait survivre, on ne savait pas non plus quelles seraient les conséquences, parce que lorsqu'on branche un enfant à cet appareil, on lui administre des médicaments qui fluidifient le sang, ce qui comporte un risque d'hémorragie cérébrale, ce qui malheureusement nous est arrivé par la suite. Quand on m'a dit que la probabilité que votre enfant survive est pratiquement nulle. Je suis simplement sortie du centre, les yeux embués de larmes. J'ai couru jusqu'au banc le plus proche. Je me suis assise et j'ai éclaté en sanglots. Je pleurais à voix haute, je pleurais. C'était juste là, à côté du dispensaire d'oncologie. Il me semble, enfin je ne l'ai pas entendu, mais il me semble que je pleurais si fort que toute la rue pouvait m'entendre. Un homme s'est approché de moi et m'a dit « Pourquoi vous pleurez ?» Et moi j'ai répondu « Monsieur, je n'ai pas envie de parler avec vous. » Et lui il a dit « Vous savez, la vie ne s'arrête pas là, peut-être qu'on peut encore arranger quelque chose. » Et je me tourne vers lui et je lui demande « Est-ce que vous avez déjà perdu un enfant ?» Il m'a répondu « Oui, j'ai enterré mon fils. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à l'écouter. Il disait beaucoup de choses sur le fait qu'il faut croire, qu'il faut se battre. Et puis il a simplement dit « Il y a peu d'enfants qui survivent, n'est-ce pas? Eh bien la tienne, elle va survivre. » Et le mantra suivant que je répétais chaque seconde, c'était « Eh bien la tienne, elle va survivre », tout simplement comme une prière. Après cet événement, elle a survécu. Je n'ai jamais accepté son absence. Je savais que ce serait difficile, douloureux, que nous allions lutter. Moi, j'aurais une douleur morale, de l'inquiétude. Elle, sûrement une douleur physique. La chirurgie ayant de lourdes conséquences. Mais jamais, je n'ai jamais imaginé qu'elle arrêterait de respirer. Elle respirait. Après la dernière opération, elle a de nouveau été placée sous oxygénation par membrane extracorporelle. Pour la deuxième fois, elle a survécu, gardant son cerveau et ses membres, mais l'opération n'a rien changé. Dès lors, le compte à rebours a sûrement commencé, marquant un déclin. Les médecins nous l'ont dit ce jour-là quand ils sont venus un beau jour et ont dit que
Nous allons vous transférer en réanimation à Mogilev. Nous ne pouvons plus rien faire en termes de chirurgie cardiaque, en réanimation, où nous avons seulement pu maintenir la situation un temps sans la traiter. Sans stabiliser, juste aider pour que elle ne meure pas à la maison. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le 11 avril 2020, à 1 an et 9 mois, elle est décédée. Nous étions tout le temps là, nous étions en réanimation avec elle. Au moment où ses reins se sont arrêtés, au moment où toute la délégation de l'hôpital de Mogilev est venue me voir et m'a dit qu'il n'allait rien faire. La nuit où nous lui tenions la main et regardions les chiffres du pool, le matin où ils l'ont intubée parce qu'elle ne respirait plus, au moment où, pour la 3e fois, nous avons vu le chiffre 0 sur le moniteur, les médecins sont arrivés, ils ont essayé, ils ont tenté une 3e réanimation. Nous lui tenions la main. Nous lui tenions la main tout le temps, donc il n'avait pas besoin de nous prévenir. Ils sont sortis et ont dit que c'était fini. Au moment où ses reins se sont arrêtés, on est venu me voir et on m'a dit « Vous pouvez rentrer chez vous, ce n'est pas un processus rapide, quoi. Nous vous tiendrons au courant plus tard. C'est normal, restez chez vous. » Nous attendions, ils attendaient. Et nous devions patienter. On nous a laissés seuls un moment. Nous avons pleuré, beaucoup pleuré. Je ne peux pas dire combien de temps cela a duré, je ne pense pas que ce soit longtemps, parce qu'ensuite le médecin est entré et a dit aux filles qu'il fallait travailler. C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'enregistrement, je ne sais pas, de la morgue ou autre chose. Nous avons simplement rassemblé nos affaires et sommes partis. Ce soir-là n'avait rien de particulier, mais la veille du soir où Eva a cessé de respirer et la nuit, ils étaient difficiles. Plein de douleurs physiques. Et le soir où elle est partie, avec du vide, probablement juste du vide absolu. Absolu. Le vide. Il y a toujours des conversations, quelqu'un s'approche, quelqu'un s'en va, et elle était allongée, en blanc, dans un cercueil blanc. Je pense que le moment des funérailles, elle était plutôt comme... J'avais plutôt envie que tout cela se termine au plus vite. On se réveille et on va dire bonjour à Ève, c'est-à-dire que chaque matin on fait « Oh, Ève, bonjour ma petite, bonjour, bon matin ». Ce n'est même plus un rituel, c'est une partie de notre vie. Quand on part au travail, on dit « Au revoir ma petite ». Et quand on rentre du travail, on dit « Bonjour ma petite, on est rentré ». C'est-à-dire que bon, on comprend que peut-être de l'extérieur, ça ne paraît pas très sain. Oui, mais nous, on s'y sent bien, on vit comme ça. Je ne sais pas, moi, ça me fait du bien de la saluer. Je sais qu'elle est là avec nous. Ici, c'était le lit d'Eva. Voilà, ici, il y avait le petit lit d'Eva. Avec le papa d'Eva, on a accroché ici des étoiles. On avait ce lien, le lit d'Eva, les étoiles d'Eva, le lit des parents, les étoiles des parents. Voilà. Ensuite, quand Eva n'a plus été là, au bout d'un moment, on a décidé d'enlever le lit et de laisser
de garder cette place pour Eva. C'est pour ça qu'on a maintenant ici Eva accrochée. Cette photo, c'était déjà en réanimation à l'hôpital pendant l'une des dernières semaines. Une photographe merveilleuse est venue nous voir. Elle a réussi à créer une telle beauté sur fond de drap d'hôpital. Donc là, c'est nous à l'hôpital. C'était en mars 2019, les photos les plus heureuses. Celle-ci, celle-là, celle-ci, tout ça c'est nous à la maison. Pendant 1 mois à la maison, c'est notre premier bain. C'est notre nouvel an, l'année 2020. Nous avons fêté avec Eva, puis appris qu'elle était en réanimation à Minsk et nous avons demandé des nouvelles au médecin de passer le nouvel an avec Eva. Nous avons l'une l'autre, nous sommes un peu comme des psychologues à la maison. Je parlerai avec Sacha, Sacha parlera avec moi, nous regarderons des photos et nous nous souvenons que parfois en souriant, parfois en larmes, de la façon dont elle faisait ceci ou de la façon dont elle disait « Papa ». Et voilà, nous avons parlé. Il me semble que nous nous en sortons autant que possible, en tant que parents, autant que personne, pour faire face à cela. De mon point de vue subjectif, il me semble que nous nous en sortons. Ce qui est arrivé à Eva, ce que nous avons vécu avec Eva, nous a donné une conscience claire du fait que nous voulons être parents, que nous avons énormément d'amour à donner. Il n'y aura plus jamais d'Eva, une comme Eva. Mais si nous avons des enfants, nous ferons en sorte de donner à nos enfants tout ce que nous n'avons pas eu le temps d'offrir à Eva. Tout cet amour, cette attention, nous leur donnerons. Nous voulons être parents. Nous avons plus d'amour que de peur. Pourquoi en avez-vous parlé ? Parce que cela arrive aux enfants, aux petits, aux sans défense, à des enfants qui n'ont rien fait. Et causer malheureusement beaucoup de choses, nous ne pouvons pas les changer. On aimerait bien, mais on ne peut pas. C'est une partie de la vie. Être la maman d'un enfant qui n'est plus là, c'est à la fois de la douleur et du bonheur qui resteront toujours avec vous.